Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les Cori, magazine de l'économie et des finances, principalement dédié à la politique du ministère de l'économie et des finances. Pour ce deuxième numéro, nous allons parler du full scanning, cette technologie de pointe utilisée pour le dédouanement des marchandises au port autonome de Pointe-Noire. Nous parlerons également de la validation de la 5e revue de l'accord entre le Congo et le Fonds monétaire international, la désignation du ministre congolais de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Hondaï, à la présidence tournante d'Afritac Centre. Et dans la dernière partie de ce magazine, nous parlerons de la dette publique du Congo, le tout dans nos rubriques éclairage, événements et plein feu. En vue de lutter contre la fraude et la corruption, la douane congolaise s'est dotée en 2008 d'un scanner, un système informatique d'analyse des risques et de simplification des procédures de dédouanement au niveau du port autonome de Pointe-Noire. Cependant, les équipements vieillissants ne répondant plus aux exigences technologiques actuelles, la nécessité de s'arrimer à la modernité et de renforcer la lutte contre la fraude ainsi que les grands trafics ont conduit le gouvernement à choisir l'option du full scanning ou fast scan exploité par la société globale Access Congo pour une durée de 15 ans, un partenariat signé le 31 mars 2021. Dans le reportage que je vous propose maintenant, Laetitia Carambo nous emmène sur le terrain au port autonome de Pointe-Noire pour nous montrer comment tout cela fonctionne. Le full scanning, installé au port autonome de Pointe-Noire, l'un des plus grands ports maritimes en eau profonde du golfe de Guinée, ouvert sur l'océan Atlantique avec un tirant d'eau de 16 mètres de profondeur. C'est dans ce port que transitent chaque année plus d'1 million de conteneurs de marchandises importées. Depuis le 21 novembre 2023, le gouvernement congolais, par le biais du ministère de l'économie et des finances, a mis en place full scanning comme système d'opérationnalisation des contrôles des contenus des conteneurs à la frontière maritime de la République du Congo. Ce système d'opérationnalisation, dit full scanning, installé non loin du quai à conteneurs, est exploité par la société Global Access Congo. Eli Arsène Zabamoussoki, responsable des opérations scanner, explique le dispositif et le processus du scannage des conteneurs. Toutes les importations à destination du Congo, après déchargement, passent systématiquement au niveau du scanner. Donc là, vous avez deux scanners. Il y a un scanner mobile et un scanner fixe. Le scanner mobile, on a la possibilité de le déplacer, ça peut aller même au niveau des postes frontières. Et le scanner fixe, il est là, installé, il ne peut pas bouger. Mais les deux scanners, ils ont le même mode opératoire avec une capacité de pouvoir scanner 150 conteneurs par heure. Voilà. Donc le process, comment ça se passe? À l'arrivée du navire, le conteneur déchargé est mis sur une remorque, un camion remorque qu'on appelle TEB, qui a une mission pour passage au scanner. Et quand il arrive, on a des équipes, des opérateurs qui sont là, qui réceptionnent le camion en prélevant les numéros de conteneurs et ils donnent le go pour que le conteneur puisse passer au scanner. Et le temps de scanning est inférieur à 1 minute. Voilà. Maintenant, pour le scanner mobile, vous allez voir, il y a une cabine, l'opérateur, il est à l'intérieur du scanner. Maintenant, pour le scanner fixe, on a une salle de contrôle également, là où l'opérateur est là pour bien mener les opérations. Après le processus de scannage des conteneurs, les fonctionnaires de la direction départementale des douanes et droits indirects de Pointe-Noire prennent le relais. Les images des conteneurs scannés sont transférées en temps réel au centre d'analyse de l'imagerie situé à l'extérieur du port, plus précisément dans l'enceinte de la direction départementale des douanes et droits indirects de Pointe-Noire. Dans ce centre, plus de 6 opérateurs examinent minutieusement devant leur écran les images venant du full scanning. Le superviseur du centre d'analyse de l'imagerie dégage l'intérêt de la mission de ces opérateurs. Voilà l'importance de l'imagerie. C'est l'imagerie implantée pour ça, pour détecter les marchandises dissimulées ou la contrebande. Il y a des marchandises qu'on a mis à l'intérieur des autres. C'est ça l'erreur, la précision du scan. Parce que là, on peut mettre les armes.
Et par rapport à l'image précise comme ça, comme elle est là, on saura qu'il y a l'arme qui est là. Nous, on va écrire sur l'image telle marchandise non déclarée. On peut voir dedans, là, il y a une télévision. On va écrire sur l'image télévision non déclarée. L'inspecteur connaît la valeur d'une télévision, le temps de pouce et autres, il connaît. Dès qu'il va aller voir, il va voir la capacité de la télé, et puis en ce moment-là, il va donner la valeur par rapport à la télé là, et l'usager doit aller payer cette télévision avant de sortir sa marchandise. Il doit payer ça obligatoirement avant de prendre sa marchandise. Il faut qu'on lui mette une déclaration par rapport à la télé qu'on a vue. Sinon, il ne pourra pas sortir cette marchandise. Il ne pourra même pas imposer. L'inspecteur finit son travail de la télé que tu n'as pas déclaré coûte temps. La valeur en douane, c'est temps. Il paye cette valeur en douane et en ce moment, lui établit une déclaration appropriée à ça et puis il sort sa marchandise. Indubitablement, le full scanning permet non seulement de lutter contre la fraude sur la nature des importations, mais aussi de rendre la frontière maritime du port autonome de Pointe-Noire plus fluide, comme l'exige l'Organisation mondiale de la douane et l'Organisation mondiale du commerce. Après cette immersion dans la procédure de dédouanement avec le full scanning au port autonome de Pointe-Noire, nous allons, avec notre invité, M. Kélé Opa, analyser l'impact de ce dispositif dans le processus de dédouanement, sa rentabilité et sa perception générale par les importateurs et les autres acteurs du secteur privé. C'est parti. Alors, Monsieur Kélé Opa, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du projet Scanner au ministère de l'Économie et des Finances. Le full scanning a été présenté comme solution pour rendre la douane congolaise plus rentable. Pouvez-vous nous dire comment? Merci Madame la journaliste. Juste un petit rappel, le full scanning s'inscrit dans le cadre des recommandations de l'Organisation mondiale des douanes sur la gestion des risques dans le volet de la facilité et la sécurité dans les ports. Le principe, c'est quoi? C'est que tous les conteneurs qui descendent des navires sont scannés avant qu'ils ne soient entreposés dans les parcs à conteneurs. Vous parlez de rentabilité, on va plutôt parler de bénéfices attendus pour la douane. Premièrement, le scanning ou le scanner, il permet de sécuriser le territoire national. Ça veut dire que lorsqu'il y a des produits prohibés qui doivent entrer sur le territoire national, le scanner permet de le détecter en avance. Le scanner permet également de détecter tout ce qui est de protéger les consommateurs plutôt en détectant tous les produits qui sont impropres à la consommation ou interdits d'entrer dans le pays. Dans un troisième temps, il est bénéfique pour la douane justement par le contrôle de l'espèce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez déclaré en douane que vous avez fait importer des tomates et que en scannant le conteneur, nous voyons que vous avez importé des téléphones, ben forcément, ce n'est pas la même valeur. Et donc, ça permet justement à la douane, à ce moment-là, d'avoir un bénéfice certain et d'avoir un peu plus de recettes. On dit aussi du full scanning qu'il permet d'améliorer la sûreté et la sécurité du port autonome. En effet, vous savez que le port autonome, c'est une zone sensible. Alors, le contrôle intégral de tous les flux, c'est-à-dire que les flux de marchandises et des personnes est très important. Et donc le full scanning permet de contrôler justement les flux de marchandises qui entrent dans le port de Pointe-Noire. Donc ça permet de sécuriser le port de Pointe-Noire. Et quel est donc l'impact de full scanning en matière de coûts et de délai pour les importateurs? Alors, là-dessus, je peux vous dire que le port autonome de Pointe-Noire a commandé une étude auprès d'un cabinet qui s'appelle le cabinet Ortelius. Et ce cabinet nous dit en conclusion que
le full scanning permet justement la réduction des coûts et de délais de passage. Comment? En faisant sortir les marchandises plus rapidement. Deuxièmement, en permettant justement de réduire le montant et l'occurrence de certains postes. Je m'explique sur le deuxième point. Avant, tous les conteneurs allaient en zone logistique pour être déchargés ou pour faire une inspection physique. Mais là, ce ne sont que les conteneurs suspects qui vont en zone logistique. Donc les conteneurs qui ne sont pas suspects, ils sortent directement. Alors ce gain justement en argent permet justement de réduire les délais et certains coûts. Parlons de la redevance à scanner que doivent payer les acteurs de la chaîne logistique portuaire. Cette redevance étant décriée par les importateurs à cause de son coût jugé trop élevé par ces derniers, ce coût, selon eux, a un impact important sur les prix des marchandises. Cette redevance a-t-elle sa raison d'être? Alors, vous dites trois choses. Vous parlez d'abord du coût. Alors, c'est quoi le coût? Le coût, c'est-à-dire la redevance scanning, c'est quoi? C'est justement le paiement de l'investissement, du service et du bénéfice que l'investisseur a produit. Est-ce qu'elle a sa raison d'être? Oui, parce que ce n'est pas du bénévolat, c'est quand même un opérateur économique qui est venu pour investir dans notre pays. Alors, parlons de la cherté et du prix. Je peux vous dire que le Comité national de simplification et de facilitation du passage portuaire, qui s'est réuni il n'y a pas si longtemps, est sensibilisé à la question du coût du passage du scanner. Et nous avons soumis cette problématique au gouvernement. Donc, dans les prochains jours, nous aurons certainement une réponse de la part du gouvernement. Ce coût, il est de combien à peu près? Alors, précisément. Le coût du scanner pour un conteneur 20 pieds, il est à peu près de 104 000 francs CFA. Et pour un conteneur 40 pieds, il est à peu près à 137 000 francs CFA. Qui fixe les prix? Alors, le prix est fixé de commun accord entre le gouvernement et le partenaire. C'est un prix qui a été fixé dans la convention de concession du service public qui a été signée par le ministre des Finances de l'époque. Avec la société Global Access, qui est la société qui gère le full scanning aujourd'hui. Tout à fait. Et une certaine opinion affirme qu'il est fait obligation aux importateurs de payer cette redevance en devise et dans un compte bancaire ouvert à l'île Maurice par une société concessionnaire. Aussi, les conditions de concession sont jugées floues. Une affaire qui fait grand bruit jusqu'aujourd'hui. Qu'en est-il exactement? Là aussi, il y a plusieurs questions. La première, c'est que dans la convention de concession, le paiement se fait en amont. C'est-à-dire que ce sont les lignes maritimes qui sont chargées de collecter la redevance informatique au moment du paiement de ce qu'on appelle le BEL. Lorsque on paye son fret en amont, avec le fret, vous payez aussi la redevance scanner. La deuxième problématique, c'est que c'est sur un compte à l'île Maurice. Je vous dis non. Le paiement se fait sur un compte local domicilié à la BSK. Parlons des conditions de contractualisation. Vous savez, justement, aujourd'hui, nous avons le ministère de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Mais quand le contrat a été signé entre les parties, nous n'avions pas encore ce ministère-là. Et donc, il fallait à ce moment-là avoir une autorisation de la Direction générale du contrôle des marchés publics, ce qui fut fait. Donc je ne pense pas que pour un membre du gouvernement, on puisse dire que ce soit des conditions floues. Non, je pense que ça a été fait dans les règles de l'art. Ce contrat est-il donc avantageux en termes de fiscalité? Alors, en matière de fiscalité, je peux vous dire simplement que le décret 6-2003
du 18 janvier 2003 portant charte des investissements concède à ceux qui viennent investir au Congo un certain nombre d'avantages fiscaux et douaniers. En contrepartie, qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent des Congolais et ils payent certains impôts. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc je suppose que les termes de ce contrat-là respectent la charte des investissements. Et pour revenir donc sur le cri ou encore la grogne des importateurs, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils ont tort d'augmenter les prix des marchandises sous prétexte que la redevance leur coûterait cher? Madame la journaliste, en principe, le coût du scanning est absorbé justement par la réduction des coûts et des délais de passage portuaire. Lorsque l'importateur a bien fait sa déclaration, en 2 jours, il peut sortir sa marchandise. Ça veut dire qu'il n'a pas de frais d'entreposage, il n'a pas de frais de sortie vers la zone logistique, et donc le coût du scanning est justement, comme je vous ai dit, absorbé par le délai de rotation. Donc le fait de dire que l'augmentation des prix des marchandises est facteur du scanning, c'est un peu exagéré. Ce serait donc tout pour cette première partie éclairage. Merci M. Kéléopa pour cet éclairage sur le full scanning. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du projet Scanner au ministère de l'Économie et des Finances. Merci Madame la journaliste. Passons à notre nouvelle rubrique événements pour parler tout d'abord de la 5e revue de l'accord entre le Congo et le Fonds monétaire international validé le 10 juillet 2024 par le conseil d'administration de cette institution de Bretton Woods. Le ministre congolais de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Andaï, s'est prononcé sur les enjeux de cette revue et l'après-programme. Il a été interviewé par Laetitia Carambo. Permettez-moi de vous rappeler que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le Congo, que nous passons avec succès 5 revues successives. La revue du Fonds monétaire international constitue, à n'en point douter, l'appréciation positive que cette institution donne à tous les efforts que nous déployons pour maintenir la stabilité macroéconomique et impulser une reprise économique, renforcer la politique budgétaire tout en contenant les risques liés à la viabilité de la dette. Promouvoir la gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption en vue d'améliorer l'efficacité des dépenses publiques, l'environnement des affaires et la confiance économique. Cette appréciation montre que nous sommes dans la bonne direction et renforce la confiance de nos partenaires économiques et financiers de notre pays qui peuvent venir investir dans notre pays en toute confiance. Mais une revue avec le Fonds monétaire international représente de l'investissement physique, intellectuel et surtout des sacrifices. C'est pourquoi je voudrais avoir une pensée particulière pour tout notre peuple, pour tous nos concitoyens et surtout saluer leur capacité de résilience. Je profite de cette tribune pour exprimer toute notre gratitude au président de la République, au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement pour l'accompagnement sans cesse et sans faille. 5 revues successives passées haut les mains. Un véritable record dans l'histoire du partenariat entre le Congo et le Fonds monétaire international. Prochaines étapes, réussir la 6e et dernière revue prévue en novembre prochain et aller à la conquête de la facilité pour la résilience et la durabilité, la FRD, aux appuis financiers beaucoup plus substantiels que la FEC, mais aux exigences plus contraignantes.
La République du Congo fait partie des pays membres d'Afritac Centre, l'une des 5 agences du FMI qui aident les pays membres en Afrique à résoudre leurs difficultés macroéconomiques. Le ministre congolais de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Ndai, a été désigné le 19 juin 2024 à Kinshasa en RDC, président en exercice du comité d'orientation de cette agence pour un mandat de 2 ans. Plus de détails dans ce reportage. La République du Congo a pris les commandes pour les 2 années fiscales, soit de 2024 à 2026, du comité d'orientation d'Afritac Centre. La plus haute instance de cet organe technique du Fonds monétaire international a pour entre autres missions de coordonner la formation relative à l'analyse macroéconomique et financière et à l'élaboration des politiques économiques, notamment en matière budgétaire et monétaire. Le pays, qui a reçu le flambeau de la RDC au terme de cette 26e réunion, a affiché son ambition de travailler pour relever les défis de son mandat. Nous plaçons notre mandat sous le signe de la continuité et de la consolidation des acquis. Nos défis, nous les connaissons. Je me réjouis de ce que notre centre ait intégré ces problématiques dans ses priorités afin de renforcer nos capacités à y faire face. Jean-Baptiste Ndai, qui devient président en exercice de ce comité d'orientation, s'est félicité du soutien multiforme du Fonds monétaire international dont bénéficient les 9 États membres du centre. Par ailleurs, il a exhorté ces États à se resserrer les coudes pour vaincre les difficultés qui impactent considérablement la bonne gestion des finances publiques. Face aux défis auxquels est confronté notre monde, singulièrement le défi climatique, nous l'avons abondamment dit hier à l'ouverture de nos travaux. Il importe de souligner que la relation qui existe entre nos États et nos partenaires au développement gagnerait si ensemble nous affûtons davantage les armes d'une solidarité agissante portée par de nouveaux paradigmes. Autres sujets qui ont marqué cette 26e réunion du comité d'orientation, l'approbation du budget de l'année fiscale 2025 qui se lève à 10 millions de dollars américains et l'intégration des nouvelles thématiques comme la gouvernance et les changements climatiques dans le programme de travail annuel d'Afritac Centre. Place à présent à la rubrique Plein feu sur la dette publique du Congo. On en parle avec M. Gildas Gonko-Abouli, conseiller à la dette et au suivi des engagements financiers de l'État au cabinet du ministre congolais de l'économie et des finances. Alors, monsieur le conseiller, nous parlons aujourd'hui de la dette publique congolaise. On en parle quelquefois sous les manteaux. À combien s'élève-t-elle aujourd'hui? Alors, il faut dire que la dette du Congo aujourd'hui s'élève à environ 8 500 milliards de francs CFA, ce qui nous a rapporté au PIB du pays, ça fait environ 98% du PIB. Donc, nous sommes certes loin du ratio communautaire qui est fixé à 70%, mais nous ne sommes pas dans une situation où on peut nous qualifier de surendettés. Nous ne sommes pas en situation de surendettement. Mais cette dette est en augmentation en comparaison à celle de l'année dernière qui était de 8 149 milliards. Qu'est-ce qui favorise cette tendance à la hausse? Alors, il faut savoir que depuis quelques années, nous allons sur le marché pour lever de la ressource pour répondre aux engagements de l'État. Nous avons bénéficié des appuis budgétaires dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international et nous avons des partenaires qui financent le développement au Congo. Tout ça, ça fait que la dette est sensiblement augmentée de l'année dernière à l'année d'aujourd'hui. Le seuil d'endettement du pays est au-dessus de 70%, la norme communautaire CEMAC, vous l'avez dit. Quel effort le gouvernement entend-il déployer pour renverser cette tendance? Alors, dans le cadre de l'allègement de la dette, il faut retenir que depuis septembre
précisément le 19 septembre 2023, le gouvernement a pris un décret, le décret 1579, qui fixe des modalités de paiement des arriérés de la dette commerciale. Et la mise en application de ce décret va réduire la dette commerciale des arriérés sociaux. Alors, pour parler d'autres aspects, dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, le Congo a une obligation de ne pas contracter la dette aux conditions du marché. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va chercher les prêts à taux concessionnel, c'est-à-dire à longue maturité avec un taux d'intérêt faible. Et pour contenir notre endettement dans les ratios communautaires, nous avons envisagé, en réflexion jusque-là, comment reprofiler la dette du marché. Et donc, tous ces éléments-là, quand ce sera mis en maturité, bien entendu, avec les réformes qu'on est en train de mettre en œuvre dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, vous allez voir que dans 2 ou 3 ans, notre dette sera sensiblement autour de 70%. Vous parlez de modalités de paiement qui ont été fixées par le gouvernement. Le modalité de paiement de la dette à caractère commercial et social, ce paiement est soumis à une décote. Que pouvez-vous nous dire à ce propos? Alors, à propos du décret que nous avons indiqué tout à l'heure, l'application a commencé en mars 2024 avec le paiement d'un acompte de 10 millions de francs CFA à tous les créanciers commerciaux. Maintenant, la décote, il faut dire qu'il y a 3 catégories de décote. Il y a la décote à 66%, il y a la décote à 35% et la décote à 25%. Pourquoi on fait la décote? On fait la décote parce que nous sommes dans un programme, je l'ai dit tantôt, et dans le cadre du programme, nous avons l'obligation d'avoir le partage de fardeau d'endettement. Les créanciers extérieurs nous font des concessions, donc des allègements, et on a pensé qu'au niveau intérieur, il faudrait faire un effort pour essayer un peu de déconcessionner l'État dans ses engagements avec les partenaires locaux. Et ça se décide, qui décide de ces modalités de paiement? Est-ce que ça se décide avec les représentants des syndicats patronaux? Qui décide de ce mode de paiement? Alors, le décret est une décision du gouvernement, mais la mise en œuvre, nous avons eu à tenir des discussions avec les principaux syndicats des patronaux au Congo. Et dans le cadre de ces discussions, nous avançons petit à petit dans la mise en œuvre de certaines facilités pour accompagner les opérateurs économiques pour que ceux qui auront fait accepté de concéder certaines décotes ne soient pas aussi lésés que l'on supposerait. Et qu'est-ce qui a été fait concrètement depuis la mise en place de ce cadre juridique? Alors, depuis la mise en place de ce cadre juridique, je disais tantôt, en avril et jusqu'à aujourd'hui, on est en train de payer un acompte de 10 millions à tous les opérateurs économiques. Depuis fin mai, on est en train de signer des conventions avec des créanciers, chacun choisissant l'option qui lui sied, et cette option est assortie bien entendu d'une décote. Et tous ces éléments-là, quand ils seront finis, on passera à la deuxième phase de payer selon les échéanciers qui seront retenus par chaque convention et bien entendu et la mise en œuvre de certaines facilités qu'on aurait décidé que le gouvernement pourrait offrir aux opérateurs économiques. Pour revenir aux éléments qui ont favorisé la tendance à la hausse, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments concrets, quelques exemples précis de ces différents facteurs qui ont favorisé cette hausse de la dette? Alors, il faut déjà... Et nous précisons que nous parlons là de la dette intérieure. Oui, il faut déjà qu'on dise de façon générale, tous les pays du monde sont endettés. Parce que le commun, l'opinion nationale ou internationale peut penser qu'il n'y a que le Congo qui est endetté. Non. En France, par exemple, le ratio d'endettement par rapport au PIB est de l'ordre de 110%. Aux États-Unis encore, vous entendez souvent parler des États-Unis d'Amérique de relever le plafond d'endettement. Parce que chaque pays est à son endettement. Alors,
pour revenir à votre question, qu'est-ce qui fait que la dette augmente? Ce qui fait que la dette augmente, c'est que nous avons les besoins en développement, les besoins en fonctionnement, donc les investissements en capital, qu'il faut financer. Et aucun pays n'a des ressources pour faire face avec des fonds propres à ses besoins. Les besoins tant de fonctionnement que d'investissement. Et ces besoins font que quand on va chercher des ressources d'emprunt, eh bien, on crée un levier qui fait que la dette augmente. Et parlons de la dette intérieure, il faut retenir que depuis un certain temps, on a eu à accumuler des arriérés. Et ce sont ces arriérés-là qui, de façon cumulative, sont arrivés à un niveau où, aujourd'hui, la dette intérieure prise dans sa composante marché intérieur et dette issue des arriérés budgétaires a largement dépassé la dette extérieure qui, depuis longtemps, a toujours été au-dessus de la dette intérieure. Donc, je peux dire que c'est l'accumulation des arriérés qui a favorisé l'augmentation de la dette intérieure. De la dette intérieure. Et qu'en est-il de la dette extérieure? Alors, aujourd'hui, le ratio de la dette extérieure par rapport à la dette totale est en baisse, et de l'ordre de 48-49%. La baisse est due du fait que, étant dans le programme aujourd'hui, nous avons l'obligation de rechercher les ressources concessionnelles. Et les ressources concessionnelles sont assez rares. Il y a quelques multilatéraux qui financent avec des conditions de longue maturité et des taux très bas. Donc, cela étant, ça réduit notre marge de manœuvre d'agir sur le marché international. Et donc, il y a eu comme un effet d'éviction de la dette extérieure par rapport à la dette intérieure. Au regard, Monsieur le conseiller, au regard de tout ce qui vient d'être dit, la dette publique du Congo est-elle soutenable aux yeux de nos partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire international? Oui. Oui, notre dette est viable, notre dette est soutenable. Ce qu'il faut distinguer avec les difficultés de liquidité. La dette est soutenable. Et si vous lisez le rapport de l'analyse de viabilité, le dernier de la Banque mondiale, il dit que le Congo a une dette viable, mais à risque de surendettement. Ça ne veut pas dire que notre dette est à surendettement. Nous avons une dette qui est viable, madame. Et ça, c'est la Banque mondiale qui le dit. Et lorsqu'on dit à risque de surendettement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si nous ne tenons pas bien les finances publiques, si nous ne faisons pas les réformes qu'il faut, on peut arriver au surendettement. Tout simplement. Merci, monsieur le conseiller, pour toutes ces informations. C'est également la fin de notre entretien. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau des CORI. Je rappelle que vous êtes le conseiller à la dette et au suivi des engagements financiers de l'État au cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. C'est moi qui vous remercie, madame. Dans la réponse du conseiller à la dette tout à l'heure, il a parlé des réformes mises en œuvre par le ministère de l'Économie et des Finances pour rendre la dette congolaise plus soutenable. C'est le cas à la CCA, la Caisse congolaise d'amortissement. Le commentaire de Laetitia Karambo. Au nombre des réformes en cours au ministère de l'Économie et des Finances figure celle de la Caisse congolaise d'amortissement. À ce jour, 3 actes ont été posés par le gouvernement pour rendre plus efficace cet établissement public spécifique à caractère administratif qu'est la CCA. Il y a eu en effet, tout d'abord, l'adoption et la promulgation de la loi numéro 2-2024 du 8 février 2024 portant création de la Caisse congolaise d'amortissement. Ensuite est intervenu les statuts de la CCA approuvés par décret numéro 2024-213 du 17 mai 2024. Enfin, la mise en place de l'équipe managériale qui s'est faite en 2 temps. La nomination des 8 directeurs centraux au terme du décret du 17 juin 2024 et celle du directeur général par le président de la République à l'issue du Conseil des ministres du 3 juillet 2024. Monsieur Obami David Martin, car c'est de lui qu'il s'agit,
La soixantaine à peine révolue, économiste comptable, a, dans ses états de service, l'avantage d'avoir été plusieurs fois directeur de cabinet des ministres, directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, enfin conseiller chargé de mission du ministre de l'économie et des finances. À monsieur le nouveau directeur général et aux membres de son équipe managériale, l'équipe du magazine L'Écorie vous souhaite plein succès dans vos nouvelles charges. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine L'Écorie. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe technique et à la cellule de communication du ministère de l'Économie et des Finances, ainsi qu'aux responsables du Centre international de conférences de Kintélé pour ce magnifique cadre. Au revoir et à bientôt, toujours sur Télé Congo.